Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce lundi 19 juin. Dans cette édition, direction la Moselle-Est pour évoquer le projet avorté du parc éolien entre Ypelin, Houndelin et Roulin après une forte mobilisation citoyenne. Forte mobilisation également ce samedi après-midi avec la marche des fiertés. 8000 personnes se sont rassemblées en faveur des droits de la communauté LGBTQIA+. Top départ également pour la caravane d'été, rebaptisée caravane Terre de Jeux à l'occasion de l'approche des JOP 2024. Vous verrez que des sports moins connus ont trouvé preneur. La journée de mardi semble être placée sous le signe du soleil, cependant quelques passages nuageux pourront s'inviter dans le ciel mosellan, comptez 17 degrés en matinée et jusqu'à 32 degrés l'après-midi. Et qui dit lundi, dit sport, football, basket, marche sportive et escrime fauteuil. Mathieu Anquinet nous détaillera les résultats sportifs du week-end. Mais en attendant, place à l'actualité. Et on démarre avec ce vote qui doit se dérouler ce jeudi 22 juin en présence des élus communautaires de Porte-de-France-Thionville et du Val-de-Fensch. Y aura-t-il une fusion des deux communautés d'agglomération? Une prochaine étape concrète pour les élus, surtout si la décision est favorable. Interrogés par nos confrères de la semaine, les présidents des deux entités ont précisé qu'en cas de vote positif, un cabinet professionnel se penchera autour du nom et de l'identité visuelle de cette nouvelle communauté d'agglomération. Et puis parfois, la mobilisation citoyenne et associative peut changer la donne. Après Ypelin et Houndelin, c'est au tour de Roulin d'abandonner le projet de parc éolien du Hungerbar qui prévoyait l'installation de 4 à 7 éoliennes sur les 3 communes. Les opposants se sont réunis en nombre devant la mairie de Roulin qui tenait son conseil municipal justement autour du choix de poursuivre ou non ce projet. Retour en images avec nos confrères de Mosaïque Cristal. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies devant la mairie de Roulin, vendredi dès 17h30. C'est sur un appel à manifester de l'association Vent d'alerte sur le Hungerbar qu'ils espéraient influencer le vote des élus en montrant leur opposition au projet de parc éolien. Nous avons demandé une forte mobilisation aujourd'hui pour que les gens soient effectivement mobilisés pour la bonne cause. Aujourd'hui, donc, c'est la toute dernière ligne droite. D'où l'importance d'avoir du monde à nos côtés. L'intention d'installer des éoliennes dans le secteur était loin de faire l'unanimité. De nombreux habitants ont exprimé leur peur d'une dépréciation de la valeur immobilière et des nuisances générées par les machines. C'est des engins de 180 mètres de haut, c'est beaucoup trop près des habitations. On a l'impression d'être encerclé, alors qu'on a déjà des éoliennes sur Cadenbronn qui créent beaucoup de nuisances. Donc là, on veut vraiment stopper quelque chose qui pour nous n'a aucun sens. On n'est pas du tout contre les éoliennes. Par contre, on veut juste que notre cadre de vie soit préservé. Le conseil municipal de Roulin s'est réuni 1 heure plus tard pour s'exprimer sur la poursuite ou l'abandon de ce projet d'énergie renouvelable. Suite à la fin de non-recevoir des élus de Ypelin et Houndelin quelques jours plus tôt, la décision tombe à l'unanimité. Il n'y aura pas de poursuite des études sur la création du parc éolien. Je propose au Conseil d'émettre un avis défavorable à la poursuite du projet d'implantation des éoliennes. Voilà, je crois que c'était une sage décision. On ne voulait pas porter, on l'avait dit dès le départ, on ne portera pas seul le projet. C'était un projet de groupe, enfin de concerté. Bon. Le groupe s'est démantelé progressivement et puis voilà, donc on suit le mouvement. Je veux dire, aujourd'hui, on avait, il ne faut pas le cacher, on avait des possibilités de ressources supplémentaires pour la commune qui auraient pu être très intéressantes d'une manière générale dans l'avenir, pour l'avenir de Roulin et de ses niveaux d'équipement, de son cadre de vie. À l'intérieur de la salle du conseil, la douzaine d'opposants présents accueille la nouvelle avec une grande satisfaction. En dehors de la mairie, c'est l'explosion de joie. Hyper heureux que ça se termine comme ça. Donc j'estime que c'est le bon sens, une sage décision qui a été prise et c'est pour calmer les esprits des deux côtés. Ça fait depuis plus d'1 an qu'on travaille pour montrer à la population que ce projet n'a pas de sens et on a été enfin écoutés. Les manifestants savourent leur victoire et affirment désormais rester attentifs sur de potentiels projets futurs.
Fragilisées par les crises successives, les enseignes commerciales doivent se réinventer pour attirer les consommateurs. Pour les aider, la première édition du Printemps du commerce s'est tenue au Stade Saint-Symphorien à Longeville-les-Metz. Parmi les thèmes abordés, la digitalisation du commerce et les changements de consommation. Explication de Mathéo Philippe. 35%. C'est la hausse du volume de vente observée sur les sites en ligne des magasins entre la crise du Covid-19 et aujourd'hui. Pour cause, l'évolution des comportements d'achat des consommateurs. Alors, les commerces ont dû réfléchir à de nouvelles stratégies avec ce que l'on appelle le marketing digital, une technique utilisant l'ensemble des outils numériques afin de promouvoir la marque et ses produits. On voit bien qu'il faut être actif sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a un peu d'activité, de présence et de récurrence dans la tête des gens, forcément, le message est répété. En moyenne, les 3/4 des clients achètent en ligne. La boutique de Nicolas est située dans une rue peu fréquentée, à l'écart du centre-ville de Metz. Pour la promouvoir, il utilise différentes techniques. Il y a beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, Instagram, story, post, présentation des nouveaux produits. On organise aussi des concours sur les réseaux. À noter également, depuis 2019, une hausse de 4% des touristes extra-régionaux en Moselle. Internet permet d'élargir sa cible et son réseau. Même quelqu'un de Bordeaux va pouvoir se dire tiens, j'achète chez Continuum, et un jour quand il arrivera dans la boutique à Metz, passera le port de la boutique physique. Internet n'a pas de frontières. Pour renouer avec les boutiques de proximité, les municipalités mettent en place des sites e-commerce. La ville de Metz a lancé Metz en Plate pour aider les petits commerces à faire face à la crise actuelle. Mais aussi de vendre leurs produits d'une manière la plus simple possible, avec une visibilité la plus large. Il reste encore beaucoup de travail à mettre en place sur Metz en Plate, parce que la volonté c'est d'avoir un site qui puisse s'identifier. Et il faut inciter bien sûr toutes les personnes à pouvoir justement aller dans les commerces et échanger avec les personnes. Au sein du département, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle recense plus de 21 000 entreprises cherchant à intégrer le web dans leur stratégie commerciale pour perdurer. Santé, fiscalité, mobilité, pas facile de s'y retrouver quand on travaille au Luxembourg ou encore en Allemagne. Pour en savoir plus sur leur statut, certains frontaliers se sont rendus ce samedi sur la place de la République à Metz. 25 organismes publics et privés de France et du Luxembourg étaient présents lors de cette deuxième édition pour répondre à toutes les interrogations. Reportage d'Emma Faketti. Plus de 80 000 Mosellans franchissent chaque jour la frontière pour travailler au Luxembourg. Être frontalier, c'est un statut à part entière où il faut jongler avec les législations et les administrations. C'est la fiscalité, c'est notamment les soins, la filiation, c'est la mobilité, comment se rendre au Luxembourg, c'est les prestations familiales, aussi bien du côté français que du côté luxembourgeois. Et puis c'est bien évidemment toutes ces questions en lien avec le chômage, les indemnités. S'il leur arrive un problème avec leur contrat au Luxembourg, comment peuvent-ils faire ? Environ 40% des demandes des frontaliers concernent la fiscalité. Il faut dire que depuis le début de l'année, des nouvelles mesures affectent les travailleurs. Un premier point, c'est sur la convention fiscale qui a été encore suspendue pour une année. Donc aujourd'hui, les gens qui ont fait leur déclaration d'impôt peuvent le faire soit sur l'ancienne convention fiscale, soit sur la nouvelle. C'est eux qui choisissent suivant leur patrimoine et suivant leur foyer. Sur la mobilité, aujourd'hui, on a beaucoup de travaux sur la partie TER. Donc c'est aussi important de s'informer parce qu'il y a des plans qui sont réactualisés chaque mois sur les trajets des TER qui fonctionnent avec les horaires et la mobilité en question. Pour ceux qui auraient raté ce rendez-vous, pas de panique, la Maison du Luxembourg en gare de Metz est accessible tout au long de l'année pour informer les frontaliers sur le Grand-Duché. C'est une page de plus dans la saga de l'hôtel Stark à Metz, la recherche de son futur directeur. La société Sooma qui gère le site est en phase de recrutement pour trouver la personne qui évoluera à la direction générale. Toute personne ayant déjà dirigé de grosses équipes dans l'hôtellerie avec une appétence dans la restauration et sachant parler français et anglais peut donc déposer son CV. Au-delà de ses compétences, les recruteurs assurent qu'il n'y a pas de profil type. D'ailleurs, le poste est ouvert au monde entier. Même si un candidat messin avec les qualités requises serait un vrai plus pour l'établissement 4 étoiles. Depuis la mise en ligne de l'offre d'emploi, 46 CV ont déjà été envoyés. À terme, l'embauche d'une 50aine de personnes sera nécessaire pour faire tourner l'établissement qui doit ouvrir, je vous le rappelle, à la fin de l'année.
Plus de 8000 personnes, c'est un record. Ce samedi après-midi, ce sont des milliers de personnes qui ont défilé dans les rues messines lors de la marche des fiertés. Un défilé festif et coloré en faveur des droits et de la visibilité des personnes de la communauté LGBTQIA+. Cette 20e édition, nommée Une marche du feu de Dieu contre les nationalistes et les fanatiques, était dédiée à l'artiste Bilal Hassani, dont le concert à Metz avait dû être annulé en raison de menaces. Immersion dans le cortège. Le visage de Bilal Hassani, dont le concert à Saint-Pierre-aux-Nonains a été annulé en avril dernier, suite aux attaques de plusieurs groupes catholiques et d'extrême droite, s'affiche en grand sur les banderoles et les pancartes de cette marche des fiertés. C'est une Pride dont le but était effectivement de montrer qu'on n'allait pas laisser les extrêmes dicter en fait leurs lois. Il s'agit d'éviter que des extrêmes empêchent les personnes LGBT de s'exprimer, de continuer à faire en sorte que les personnes LGBTQIA+ puissent s'exprimer dans l'espace public. La communauté LGBTQIA+ a battu le pavé messin pour apporter son soutien à l'artiste. C'est quelque chose qui touche évidemment. On voit que maintenant il y a de plus en plus de partis extrémistes, extrême droite, qui prennent le pouvoir malheureusement. Et il faut il faut donner aussi des restrictions, il faut aussi donner un peu plus donner des libertés aux personnes qui veulent simplement chanter ou danser. Moi, ça m'a extrêmement choquée. C'était juste un petit jeune qui venait faire un spectacle, chanter, rassembler une communauté. Et je vois vraiment pas où était le problème, où il y avait un danger que ce jeune se mette à chanter. Voilà, j'ai trouvé ça petit, grotesque. Contre la haine, plus de 8000 personnes ont défilé dans une ambiance festive, musicale et colorée pour faire entendre leur voix et leurs droits, un record. Même en France, certes on a plus de droits, mais même au niveau des mentalités, c'est pas encore tout à fait ça. Donc c'est quand même important de venir soutenir la communauté, surtout trans, qui est encore un peu mise de côté. Il faut continuer à se battre, il faut dire qu'on est là et que voilà, il ne faut pas se cacher, il faut affirmer qui on est. Affirmer son identité, une lutte qui se poursuivra bien au-delà de la marche des fiertés. Clap de fin de saison sur la pelouse pour le FC Metz, mais début de campagne d'abonnement pour la saison 2023-2024. Dès l'ouverture, la billetterie au stade et le site internet ont été pris d'assaut. Le FC Metz espère d'ailleurs battre le record d'il y a quelques années des 13 000 abonnés avec une nouvelle stratégie dans les tribunes. C'est un reportage de Jonathan Vaucher. En campus, ça sera juste au-dessus. Sur les côtés, il n'y a plus de place, tout a été pris. Ils étaient 10 000 abonnés l'an dernier pour la Ligue 2, 12 500 pour la montée en Ligue 1 en 2014-2015. Et combien l'année prochaine ? Pour les 2 premiers jours de la campagne d'abonnement, le point billetterie dans la tribune ouest était bien rempli et le site saturé. Ça fait 4 ans que je suis abonné, moi. Donc là, on est en Ligue 1, là, c'est encore mieux. Je venais au stade avec mon père quand j'étais plus petit, j'ai réussi à convaincre mon fils d'aimer le foot. Parce que maintenant c'est la Ligue 1, c'est plus attractif. Il faut dire que l'année dernière c'était un peu une déception. On a retrouvé un peu la flamme pour repartir pour une nouvelle année. Ça aurait été Ligue 2, ça aurait été National, j'aurais été là aussi. Et donc non, c'est pas la Ligue 1 qui m'a fait un vrai abonné. Surfant sur la vague populaire du dernier match de la saison face à Bastia, le FC Metz espère dépasser les 13 000 abonnés et rajeunir ses travées avec un public plus familial et des nouvelles animations. Vous voulez aller dans les ultras ou dans les groupes de supporters, vous pouvez. Vous voulez aller dans des tribunes familiales avec des animations pour les familles, avec le zoo d'Amnéville, vous pouvez. Vous voulez aller dans des endroits un petit peu plus cosy, vous pouvez. Voilà, il y en a pour tous les goûts. On est resté sur une grille tarifaire très populaire et je crois que nos supporters sont reconnaissants de ça et nous le prouvent depuis 2 jours avec le nombre d'abonnés déjà que nous avons fait en même pas 24 heures. Les ventes se terminent fin août, en ligne ou du lundi au vendredi au stade Saint-Symphorien. Tant que nous sommes dans l'univers du sport, restons-y avec Mathieu Anquinet. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Véranie. Alors on va démarrer cette chronique avec la performance du week-end, celle qu'il faut retenir, la victoire du CSO Amnéville en Coupe de Moselle féminine. Oui, effectivement, opposé au FC Wapi, adieuses, les Vertes du CSO Amnéville n'ont laissé aucune chance durant cette finale de Coupe départementale. Déjà en avance à la mi-temps avec 5-0, elle laissait présager même une fin de match compliquée pour les Wapiciennes qui ont tout simplement encaissé encore plusieurs buts pour s'incliner 7-0, les buteuses Corplay avec un quadruplé et Bouktit avec un triplé. Nul doute que la fête a été belle du côté du CSO Amnéville.
En football masculin, c'est Hombourg qui était à la fête ce week-end. Et quelle saison pour Hombourg, un 7e tour de Coupe de France, un titre de champion de Régional 2, une montée en Régional 1, ça aurait rassasié de nombreuses équipes. Pourtant, les coéquipiers de Ludovic Guerriero ont complété leur palmarès avec une Coupe du Grand Est. Vainqueurs d'Épernay, pensionnaires de National 3 sur le score de 3-1. Les Spartiates, en noir sur nos images, ont décidément coché toutes les cases cette saison. On reste dans le cadre des sports collectifs. Les basketteurs de Metz BC évolueront la semaine prochaine avec un nouveau coach. Effectivement, Alexandre Palfroy a été nommé comme étant nouveau coach des Canonniers. Lui qui a connu la Nationale 2, mais aussi la Nationale 1 et la Pro B, va être le porteur des espoirs de montée rapide en Nationale 1. Il devrait apporter le professionnalisme qui semblait manquer peut-être encore à ce club. Excite donc Anthony Tomba, qui avait été suspendu la majeure partie de la saison et qui avait vu ses joueurs échouer aux portes des playoffs. Il occupera désormais un poste de coach sur une équipe de jeunes. Reste à présent à confirmer l'effectif qui sera présent à la reprise. Plus en détente, quoique ce week-end avait lieu la 13e édition de la Cuculotine. Oui, ce dimanche, 1484 marcheurs ont pu participer à la 13e édition de cette marche qui porte le nom des habitants de Queuleux. Pour cet événement organisé chaque année par la SPTT Metz, il y avait 3 parcours, 5, 10 et 15 km. Les courageux du dimanche ont pu profiter du paysage messin en passant notamment par le quartier de Metz-Queuleux, idéal pour voir Metz d'un peu plus haut. Plus tranchant que le dénivelé de Queuleux, à Sarrebourg, cette fois-ci, il y avait une belle compétition, une très belle compétition pour le championnat de France d'escrime fauteuil. Oui, c'est bien ça. 10 années après, Sarrebourg retrouvait l'ambiance d'un championnat de France handisport. 90 escrimeurs étaient au rendez-vous de cette grande répétition avant les JO de 2024. Fleurets, sabres, épées. Le gratin français avait répondu présent, ce qui n'a pas empêché les locaux de grappiller 3 médailles de bronze par l'intermédiaire de Quentin Jacquet et Kylian Romain. Un événement qui pourrait donner envie aux organisateurs d'accueillir d'autres compétitions d'ampleur à l'avenir, une affaire à suivre. Et enfin un mot sur le TFOC Volleyball avec 2 prolongations de contrat. Oui, après avoir enregistré de nombreux départs parmi les titulaires de la saison passée, le TFOC a enfin confirmé la prolongation de 2 joueuses importantes. La première, Mariam Sidibé, emblématique capitaine, et celle de la centrale Aminata Dia. Place désormais à la reconstruction, un défi qui ne devrait pas vraiment faire peur au coach Romain Pitou, puisqu'il a déjà relevé ce même défi la saison passée. Et Mathieu, comme d'habitude, on vous retrouve mardi à 18h30 dans Moselle Sport. Qui sont vos invités ? Je recevrai Benjamin Grenu et Jared Zola qui organisent le Hope Sport Day, un événement solidaire et sportif le 1er juillet à Wapi. On n'en dit pas plus pour le moment, à la semaine prochaine pour un autre récap sportif. Avec plaisir. La saison des caravanes d'été est lancée, direction à Gondange pour la toute première. Jeunes et moins jeunes ont pu s'essayer à différents sports, surtout ceux moins connus comme le skateboard. 3 athlètes mosellanes étaient de la partie pour mettre à l'honneur chacune leur discipline. Lucie Philippot était sur place, regardez. Plusieurs sports ont envahi la place Jean Burger d'Agondange à l'occasion de la toute première caravane d'été Terre de Jeux 2024. À 1 an des Jeux Olympiques, le village sportif a permis aux plus courageux de s'exercer à différentes disciplines. Celle qui a remporté le plus de succès, le skateboard. Il faut les mettre au bord du skate et puis après on pose un pied par terre et on roule. La glisse sur planche à roulettes est un des nouveaux sports aux Jeux Olympiques puisqu'il est apparu en 2021. Même quelque chose qui fonctionne très bien. En fait, on donne des cours en parallèle sur la commune de Guénange et c'est carton plein quoi. Et c'est une réussite à chaque fois quoi. Alice Conrad, championne d'Europe et membre de l'équipe de France d'escrime, était aussi de la partie pour promouvoir son sport. Je trouve que c'est pas assez démocratisé et on connaît pas super bien en fait. Il existe plein de sports et les jeunes ne connaissent pas forcément beaucoup de sports, je trouve. 2 autres championnes ont pu se tester aux épreuves du village sportif, mais aussi échanger avec les plus jeunes pour parler de leur discipline. De faire découvrir mon sport aux jeunes parce qu'il n'est pas très médiatisé, il n'est pas très connu dans le monde du sport, donc oui, pouvoir échanger avec les gens et découvrir des nouveaux sports aussi. J'ai cette chance-là d'être, l'athlétisme c'est quand même un sport que beaucoup de gens connaissent et le 100 mètres c'est une discipline phare de l'athlétisme donc ça va. La caravane se déplacera de nouveau dans la Moselle, prochaine étape le samedi 1er juillet à Hombourg.
Et partons maintenant à la rencontre d'une passionnée d'histoire, Laura Montpeur, créatrice de robes à l'image de celle de la cour de France sous l'Ancien Régime. Alors oui, elle les crée, mais ensuite elle les porte dans les plus beaux châteaux de France. Tim Gérard est allé découvrir son royaume. Des robes dignes du temps des rois de France, ou plutôt des reines de France. On pourrait presque croire qu'on remonte le temps. Tissus, coutures, ourlets, les moindres détails sont soignés. À l'origine de ces créations, Laura Montpeur, passionnée du XVIIIe siècle. C'est chez elle qu'elle nous donne rendez-vous pour nous faire découvrir son royaume. Des robes, il y en a presque partout. Et elles sont si belles qu'on aurait presque envie de les essayer. Et alors, où est-ce que tu as étudié, toi, les robes? Parce que j'imagine, on s'improvise pas comme ça, tiens, je veux faire des robes 18e. Je pense qu'il y a quand même des choses à savoir, à connaître, à étudier avant de s'y mettre. J'ai pas fait d'école de couture à proprement parler, j'ai fait les beaux-arts, donc c'était une formation très généraliste. Et moi, je me suis intéressée à côté, donc à l'époque, je me fais vieille, hein, il y avait les forums à l'époque, avant Instagram et compagnie. Et sur ces forums, j'ai appris avec des passionnés, en autodidacte, et je me suis forgée comme ça ma petite culture historique de couture. Avec déjà plus d'une vingtaine de robes à son actif, Laura se passionne pour le siècle des Lumières, au point de porter ses créations parfois en public. Je fais régulièrement des séances photos ou des petits cours clips vidéo. Parce que j'aime bien cette originalité aussi, le fait de détonner un petit peu dans ce paysage où on n'a plus l'habitude de voir des toilettes comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors on dit toilettes, bien sûr pour les plus jeunes d'entre vous, soyez pas choqués, on parle évidemment des toilettes qu'on porte, puisqu'à l'époque on disait la toilette d'une femme c'était l'ensemble de ce qu'elle portait. Absolument. Toute la majesté qu'avaient les femmes de porter de jolis tissus, de s'orner de jolies choses, tout ce faste que les femmes revêtaient tout au long des siècles. Et qui coûtait très cher. Puisqu'il y a même des reines de France qui ont été épinglées par la vindicte populaire parce que leur toilette coûtait extrêmement cher. Notamment Marie-Antoinette qui a fait des folies à ce niveau. Voilà. Bon, et on en parle de ces robes. Forcément, j'aimerais voir Laura en porter une. Je la laisse alors s'habiller pendant que j'attends, sagement, dans le salon. Et au bout de 20 minutes, Laura est prête. T'es prêt? Je suis prêt, j'attends. J'arrive. Waouh! Mais ambiance Versailles, totalement. Magnifique. Des mises en scène très historiques et qui permettent à Laura de plonger dans ce siècle qui la passionne tant, comme le prouvent ces images prises au château de Versailles ce week-end. Et avant de conclure, je vous propose de découvrir un graffiti sur 900 mètres carrés de bâtiment, celui du Secours populaire à Marly. Il s'agit d'une fresque géante réalisée par une vingtaine de graffeurs et d'artistes du street art lors de la 3e édition du festival Graph to Be Solidaire. Un rendez-vous mis en place par le Secours populaire et porté par l'association Une phase de style. Les artistes ont donc eu 2 jours pour proposer des œuvres originales autour du thème « Construire ensemble une solidarité durable et planétaire » pour habiller, comme vous le voyez sur ces images, l'entrepôt d'aide alimentaire de l'association. En plus des œuvres d'art, la rencontre proposait également des animations, des spectacles de danse, une scène ouverte et un point de restauration. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous connaissez la chanson, retrouvez-nous sur le site internet et nos réseaux sociaux. Pour la suite de votre programme, ce soir, découvrez un Graouli Mag estival. Patrick Muller vous présentera donc Mon Graouli à moi avec en invité Jean-Pierre Jagère. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.